Salut et bienvenue dans cette 7e saison du podcast Filles Expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux quatre coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti! Salut et bienvenue dans cette mini-série spéciale sur Filles Expat. Je te partage ici le parcours d'une femme qui a vécu l'expatriation sous toutes ses formes, avec ses hauts, ses bas et surtout beaucoup d'apprentissage. Cette mini-série est constituée de 3 épisodes. Dans cette première partie, on parle de ses débuts à l'étranger, en Espagne, en Belgique, puis au Chili. 3 expériences très différentes, mais qui ont toutes joué un rôle important dans son histoire. Allez, je te laisse tout de suite avec notre échange. Salut à toi qui as décidé de lancer ce 126e épisode de Filles Expat. Je suis super excitée de vous présenter ma nouvelle invitée qui, vous allez le voir, a un parcours mais vraiment très très riche. Donc sans plus tarder, je vais te laisser te présenter. Si tu peux commencer par nous dire ton prénom, ton âge et la ville d'où tu nous parles actuellement. Alors bonjour, je m'appelle Madeleine et j'ai 32 ans et je vous parle depuis Paris. Et t'es toute jeune en plus et t'as déjà vécu dans autant de pays. Eh bien écoute, avant qu'on rentre dans le détail de ton parcours et qu'on parle de tous ces différents pays, j'aimerais bien que tu commences par nous dire, quelle a été pour toi la plus grande différence culturelle, en tout cas la plus surprenante, auquel tu as dû faire face et comment tu as fait pour t'y adapter, si tu t'y es adapté. Alors il y a un exemple que j'aime bien sortir, parce que cette question nous la pose souvent, on nous l'a posée par exemple avant de partir au Cambodge. J'avais eu une formation sur l'interculturalité. Et comme on avait tous des expériences à l'étranger, on nous a demandé d'en sortir un exemple. Et plutôt que de me sortir un exemple, je pense que tout le monde s'attendait à ce que je sorte un exemple de la Guinée ou de l'Inde. J'avais pris donc l'Espagne, où je devais aller chez un imprimeur pour récupérer des flyers, le truc tout bête. Et je suis arrivée à 14h et l'imprimerie était fermée parce que tout le monde faisait la sieste. Et la siesta, mais oui. et donc j'ai dû repasser bien plus tard. Alors je me souviens plus bien si je suis repassée à 16h ou carrément à 17h. Voilà, ma mémoire est un peu floue là-dessus sur l'heure exacte, mais je me souviens que ça m'avait plutôt étonnée parce qu'on était quand même en plein Madrid, dans le quartier où il y avait plein d'ambassades, et donc c'était assez surprenant parce qu'on m'avait dit tu vas voir, c'est que dans les villages. Donc j'aime bien sortir cet exemple parce que c'est pour montrer qu'il n'y a pas besoin d'aller forcément très loin ou sur un autre continent pour avoir des petites surprises comme ça. Voilà, à 14h à Paris, c'est l'heure où on reprend le travail l'après-midi, donc c'est vrai que c'est un petit décalage. Et pourtant, on n'est pas ceux qui commençons le plus tôt. Oui, c'est clair. Voilà, donc j'avais trouvé ça amusant. Mais plus sérieusement... Ah, j'adore. Ouais. Si tu veux un exemple plus sérieux, je pense qu'on peut parler au Cambodge, là où c'était quelque chose d'assez déroutant, c'était de ne pas... au Cambodge, ça ne se fait pas trop de parler des problèmes directement. Ça veut dire qu'il y a un problème, il faut jamais le dire. Et puis, du coup, c'est une autre façon de communiquer que je n'ai peut-être pas trop compris. Alors, j'ai du mal à l'exprimer parce que c'est vraiment très subtil la façon dont on doit aborder un problème. Et des fois, ça peut créer des frustrations parce que moi, j'arrive par exemple avec mes gros sabots et je dis bah non, mais là il y a un problème, il y a des personnes pour accueillir le public par exemple. Et puis on va me dire non, il n'y a pas de problème. Et puis moi je dis bah si, il y a personne là à l'entrée, à la billetterie. Et puis on va détourner en disant que non, il n'y a pas de problème et que la personne va arriver. Et donc c'est une manière plus subtile d'aborder les problèmes qui parfois peut être déroutante, et j'avoue que j'ai pas encore réussi à décrypter ou à comprendre comment aborder la question. Oui, j'ai pas réussi. Bah écoute, on va lancer un appel. Si quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui a la solution à ce petit problème de communication, on est preneuse parce que moi ça m'intéresse aussi. Donc n'hésitez pas à m'écrire sur Insta ou par email, peu importe ce qui vous arrange. Et puis on fera un petit follow-up là-dessus, ça serait super intéressant. Et ben écoute, maintenant on va faire un petit retour en arrière. Comme tu le sais, tu es une auditrice du podcast. On va repartir un peu dans ta jeunesse. Où est-ce que tu as grandi? Dans quel cadre familial? Et qu'est-ce qui t'a poussé à partir pour la première fois à l'étranger? Alors j'ai grandi à Vitry-sur-Seine, en banlieue parisienne. J'ai dit Paris tout à l'heure, mais alors si on veut être exact, je suis à Vitry, à Vitry-sur-Seine. Pas dans la maison où j'ai grandi, un plus petit appartement où mon père habite seul maintenant. Et ce qui m'a donné envie de partir à l'étranger, je pense que c'était... il y a eu 2 choses. J'ai un peu réfléchi avant le podcast. Il y a eu quelques séjours linguistiques que j'ai eu la chance de faire au lycée.
Je me souviens surtout d'un à Barcelone, donc en Espagne. J'aimais pas du tout l'espagnol quand je suis partie. Enfin, j'y allais vraiment un petit peu à contre-cœur et c'était une des matières que je détestais le moins. Dans un séjour linguistique, c'est pas comme un séjour touristique que l'on peut faire avec ses parents. Là, on reste vraiment dans une famille. On a une sorte de routine parce qu'on habite vraiment chez les gens. Et ça m'a montré, je pense, une autre façon de voyager où on voit des trucs qu'on est les seuls à voir. C'est-à-dire, comme on discute avec une famille, ils nous racontent des choses qui sont pas dans les musées ou qui ne sont pas dans les monuments, les cathédrales que l'on peut visiter. C'est vraiment, ils nous racontent leur histoire. Et parfois on apprend même des choses que, pas forcément sur le pays qu'on allait visiter. Il y avait le grand-père de cette famille dans laquelle j'étais qui venait du Venezuela et qui nous a raconté un petit peu sa vie là-bas. Alors je me souviens plus très bien parce que ça remonte vraiment à très longtemps. Mais voilà. Et donc je me suis dit, c'est super parce que, en fait, cette façon de voyager là, quand on vit un petit, alors on vit, c'est un bien grand mot parce que c'est quelques semaines, mais on voit un petit, oui, c'est ça, on voit des choses que les autres voyageurs verront autre chose. Enfin, c'est un voyage vraiment qui est unique en soi et qui n'est pas réplicable. Enfin, et ça, c'est top. Donc tu dirais que c'est ça qui t'a vraiment donné l'envie, parce qu'en plus ta première expérience était à Madrid. Ouais. Donc est-ce que tu t'es réconciliée avec l'espagnol et tu t'es décidée à partir là-bas? Oui, alors en revenant de Barcelone, j'aimais à nouveau l'espagnol, est devenu ma matière préférée du coup. Mais oui, je pense que c'était ça qui avait fait un déclic aussi, c'était de voir que ça peut nous réconcilier avec une matière ou vraiment changer quelque chose après une fois qu'on rentre chez nous et que on est devenu un peu plus riche de cette expérience. Et la deuxième chose, alors là c'était peut-être plus sur l'orientation professionnelle, mais c'était la sortie du film d'animation Persepolis. J'avais pas lu les BD et elle raconte donc son histoire en Iran à travers la révolution, puis après l'expatriation en Europe. Et alors quand j'ai vu ce film, donc j'avais 14 ans, je crois, 13-14 ans. Donc c'était un peu avant le séjour linguistique et là je me suis dit il faut que alors j'ai pas du tout fait ça au final, mais je me suis dit il faut que je fasse du film d'animation ou en tout cas un métier en lien avec la culture. Alors comme elle avait fait aussi une bande dessinée, il y avait le côté édition aussi, mais aussi, et surtout il faudrait que je voyage dans des pays que personne ne connaît et que je raconte ce que je raconte comment ça se passe. Et donc c'était un petit peu une intuition que j'avais d'abord en voyant le film, puis en lisant la BD après. Et ensuite, ça a un peu confirmé quand j'étais allée en Espagne, où je me suis dit, voilà, c'est ça. En fait, c'est que même s'il y a toi, dans ta vie de tous les jours, à Vitry-sur-Seine, il se passe pas grand-chose digne de raconter, en fait, tu peux partir en expatriation et raconter comment ça se passe. Alors, maintenant, j'ai vécu toutes les choses à l'étranger, mais j'ai pas encore trouvé le médium pour les raconter. Mais... En réflexion. Donc là, est-ce que t'es partie dans le cadre, en stage dans le cadre de tes études? Alors j'ai une amie qui avait employé l'expression année de césure sauvage. C'était un petit peu ça, c'est-à-dire j'avais ma licence pro en poche, mais je ne savais pas encore quel master je voulais faire. Et surtout, je n'étais jamais partie à l'étranger parce que j'avais fait une formation en édition très très technique en fait, qui nous autorisait pas à partir à l'étranger parce qu'il n'y avait tout simplement pas la période. Et donc, je me suis dit je suis jamais partie à l'étranger dans le cadre d'un Erasmus ou quoi, alors que j'ai déjà une licence pro. Donc, il faut que dans mon master, je puisse avoir des moments où je pars à l'étranger, prendre une pause, en fait, pour savoir ce que je voulais faire. Avec notre école, on avait la possibilité d'avoir des conventions de stage, donc sur 1 an après avoir terminé nos études. Donc, je me suis dit, je vais faire ça, je vais partir en stage à l'étranger et pour déjà me perfectionner en langue étrangère, parce que comme j'avais fait une formation technique, on n'avait plus vraiment d'anglais ou d'espagnol, et donc j'étais vraiment rouillée à ce niveau-là. Enfin, j'avais vraiment le niveau de sortie du lycée de base et en anglais et en espagnol. Et donc j'avais une amie à Madrid et je me suis dit je vais essayer de trouver quelque chose à Madrid, comme ça je serais pas complètement toute seule, parce que cette fille, je l'avais rencontrée quand j'avais fait un stage à Montpellier. Elle faisait son stage Erasmus, elle était espagnole et elle faisait son stage Erasmus à Montpellier. Donc j'ai postulé, j'ai trouvé une annonce pour travailler chez Campus France. Campus France, c'est une agence qui aide les étudiants étrangers à venir en France pour travailler. Et ils cherchaient quelqu'un qui savait faire un peu de la communication et du graphisme. Et donc comme j'avais une formation technique en édition, je savais faire tout ça. J'avais un petit peu pipoté sur mon CV en disant que je parlais bien espagnol, alors que non, pas trop. Et par chance, donc par chance, je ne sais pas, mais j'ai été prise.
Et grâce à donc je pouvais avoir des conventions de stage via mon école parce que l'ambassade était très stricte sur le fait. Le Campus France est attaché à l'ambassade de France, donc c'était rattaché à l'ambassade de France en Espagne. Et donc j'ai pu faire ce stage très rapidement. Et tu dirais que ce stage, il a éveillé quoi en toi? Alors alors je vais pas parler du stage en lui-même, je vais plutôt parler de la vie autour à Madrid. Je pense que j'ai un petit peu déchanté. Je pense que beaucoup de personnes dans leur première expatriation peuvent ressentir ça. C'était pas forcément une expérience ultra positive. Alors j'étais pas à la meilleure période de l'année, je pense à Madrid, c'était en automne vers hiver. Je me suis fait un peu avoir sur le logement. Il y a beaucoup alors marchand de sommeil, c'est peut-être un bien grand mot, mais de personnes qui abusent un petit peu des étudiants étrangers pour vendre des appartements, enfin louer des appartements qui coûtent super cher. Donc on n'avait pas forcément de chauffage. Enfin voilà, c'était pas comme on est en stage aussi c'est différent du stage Erasmus, de l'expérience Erasmus où il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans la même situation que toi. Là en stage tu rencontres beaucoup moins de monde. Les gens ils ont un rapport professionnel avec toi, donc tu vas pas forcément les voir en dehors du cadre du travail, et donc en fait tu peux te retrouver seul très vite. Donc en plus mon espagnol était pas fifou à l'époque, donc c'était au départ très difficile, je pense, l'intégration, et même donc j'avais une amie au départ mais qui était prise en fait dans sa vie quotidienne, et je pense que les habitants de Madrid ils en ont un peu marre de tous ces étudiants étrangers qui viennent et puis qui repartent quelques mois, donc il n'y a pas un effort pour te découvrir, donc c'est très difficile de se faire des amis de Madrid. Parce que voilà, et donc j'ai un peu aussi perdu contact avec donc l'ami que j'avais sur place, et donc je me suis un peu c'est ça, je m'entendais pas forcément bien avec mes colocs. Il y en avait un qui était nostalgique du franquisme en plus, qui est pas du tout mes valeurs ou quoi, donc c'était Là aujourd'hui que tu as du recul par rapport à cette expérience, est-ce que tu aurais fait quelque chose de différent si tu devais retourner en arrière? Si quelqu'un qui nous écoute s'apprête à vivre cette première expérience, qu'est-ce que toi t'aurais fait différemment pour vivre mieux? Étrangement pas. Je pense qu'il y a aussi la durée qui a compté, c'est-à-dire, alors il y a eu une petite amélioration, c'est que je me suis inscrite au cours d'espagnol du soir, j'avais trouvé une école d'espagnol, et donc là j'ai pu me faire aussi des amis, oui, là je l'ai décrit un peu de manière sombre, mais j'avais la cousine d'une amie qui faisait son Erasmus en même temps, qui venait de Grèce, et donc je sortais beaucoup aussi avec ces 2 filles grecques le soir, donc j'étais pas complètement toute seule, je faisais pas, donc c'est un peu cultiver un petit peu son réseau, et puis pour pas se retrouver toute seule. Je pense que aussi je serais plus dans l'acceptance, parce qu'on nous vend un petit peu l'expérience à l'étranger comme quelque chose qui va être facile, ça va être facile, on va rencontrer plein de gens tout le temps. En fait non, c'est pas forcément vrai, il faut vraiment mettre de l'effort, sortir, faire des activités. Je pense que parce que ça a été mieux quand je me suis inscrite à ces fameux cours d'espagnol, parce que j'ai rencontré d'autres étrangers qui arrivaient. Et aussi maintenant je sais voyager seule, donc je ferai beaucoup plus de week-ends en Espagne, etc., pour un peu améliorer la vie de tous les jours. Enfin, je pense que ce serait plus des choses comme ça, m'inscrire à des activités qui correspondent à mes différentes vies pour rencontrer du monde. Je pense que c'est bien que tu abordes ce point, parce que je pense que même déjà de partir seule, de partir en couple, de partir en famille, c'est déjà des expériences qui sont différentes. Mais quand tu pars seule, ça va te demander beaucoup plus d'énergie, parce que toi, tu es en charge de tout ce qui se passe, que ce soit ton nouveau taf, ton nouveau logement, et t'es tout le temps l'initiateur de tout ce qui doit se passer. Quand t'es en couple, tu peux dire à ton copain, toi tu t'occupes de trouver des amis, moi je m'occupe de trouver des soirées, enfin tu peux te diviser la tâche. Quand t'es en famille, t'as les enfants qui sont déjà dans des écoles, donc tu peux rencontrer des mamans, des papas, etc. Donc non, je pense que effectivement t'as bien fait de remettre les points sur les i. Partir seul à l'étranger, ça demande beaucoup d'énergie et de détermination. Et même si c'est la 10e fois que tu pars, ça te demandera toujours beaucoup d'énergie et beaucoup de détermination pour justement s'intégrer dans le nouvel endroit où tu arrives. Donc, peu importe ta combienième expatriation, première ou 10e, c'est toujours pareil. Et donc ensuite, suite à Madrid, t'es partie à Bruxelles, en Belgique. Donc, t'es restée chez un autre voisin de la France. Oui. Est-ce que tu veux nous parler de ça ? Ouais, alors c'était assez marrant parce que j'ai eu beaucoup moins de chocs culturels à Bruxelles. Alors je parlais de Montpellier tout à l'heure, mais je faisais mon master à Annecy, et donc au final Bruxelles ça me paraissait presque pas l'étranger. Je me suis dit tiens, c'est marrant en tout cas vu de Paris, à quel moment on a l'impression d'être à l'étranger, à quel moment on l'a pas. Je pense que pour
une banlieusarde, on se sent beaucoup plus à l'étranger, peut-être à Montpellier ou à Annecy qu'à Bruxelles, où au final c'est un peu le même système. Enfin, en tout cas, on s'y retrouve assez facilement. Là où alors c'était assez drôle parce que donc là j'étais en master et c'était mon stage de master et je m'étais pris comme logement une sorte alors ça s'appelait Jeune Foyer Européen ou quelque chose comme ça, où du coup je me suis dit là il y aura plein de stagiaires venus d'autres pays qui sont justement, je voulais pas me retrouver dans la même situation qu'à Madrid et je m'étais dit là tu vas retrouver des gens qui sont exactement dans la même situation que toi et surtout comme c'est un foyer il y aura énormément de monde. Parce que à Madrid, je m'entendais pas très bien avec mes colocs, mais je me disais, là, il y a tellement de monde, tu vas forcément trouver quelqu'un avec qui tu vas bien t'entendre, ou plusieurs personnes. Et donc, fun fact, ils étaient tous espagnols. Et donc, je me disais, en fait, genre, beaucoup qui venaient de Madrid, en plus, ou qui habitaient à Madrid en temps normal, et je me disais, mince, en fait, l'année dernière, je vous ai cherché partout, mais vous étiez tous à Bruxelles. Ah, j'adore. Donc il aurait fallu que j'aille à Bruxelles d'abord et pour apprendre l'espagnol, rencontrer tous ces gens, puis après aller à Madrid avec déjà un bon réseau solide. Donc c'était assez amusant. Et là du coup ça s'est beaucoup mieux passé parce qu'effectivement le fait d'être dans ce foyer, ça a fait que je me suis fait des amis qui étaient dans la même situation que moi, qui restaient, donc c'était du mois de mai au mois d'août. Donc là ça va très vite et c'est surtout l'été, donc il y avait énormément de gens en stage de première année de master, deuxième année de master, ou je ne sais quoi. Et donc ils avaient un petit peu les mêmes besoins que moi et c'était beaucoup plus facile qu'on s'accorde plus sur nos violons. On a aussi pas mal voyagé donc les week-ends en Belgique ou aux Pays-Bas, donc c'était assez chouette. Et j'ai vraiment progressé en espagnol, donc plus à Bruxelles qu'à Madrid, ce qui est assez cocasse. Génial. Grâce à ça, parce que tous mes amis étaient espagnols. Excellent. Mais c'est bien. Et puis là aussi, tu marques un autre point qui est aussi intéressant. C'est quand tu arrives au printemps dans un nouvel endroit. Ça change toute la donne comparé à arriver en automne. Je sais qu'il y a beaucoup, je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, il y a beaucoup de Français que quand ils arrivent au Canada, par exemple, et moi la première, j'ai fait l'erreur aussi, où on arrive l'automne parce qu'on se dit ah l'automne c'est magnifique et puis j'ai envie de profiter d'une dernière été en France. Et en fait, ils se rendent pas compte qu'arriver l'automne, ça va être compliqué parce que là on rentre dans l'hiver, oui, donc les débuts de l'hiver c'est sympa, etc. Mais quand même, quand on est seul, ça peut être très long parce que justement on connaît personne. Alors que quand on arrive au moment où les terrasses elles commencent à réouvrir, où les gens ils ont envie de sortir et de profiter, je trouve que c'est quand même plus facile de faire des rencontres. Oui, c'est un bon point. Oui, peut-être que si j'aurais peut-être pas eu du tout la même expérience si j'étais arrivée en septembre. À Madrid, j'étais arrivée en septembre en plus, mais j'y avais pas pensé. Ouais, c'est ça, ouais. C'est intéressant. Donc là, à partir de là, ces deux petites expériences, tu as décidé de sortir de l'Europe pour aller au Chili. Ouais. Alors là, c'était mon stage de M2 et puis je me disais alors à Bruxelles, j'ai aussi beaucoup progressé en anglais. Là, c'était plus au niveau du travail où j'étais en milieu anglophone. Et donc je me disais l'anglais c'est bon, l'espagnol c'est bon. Donc là, ce sera un petit peu le premier pays où je trouve un stage parce que je savais que je voulais quand même faire mon stage à l'étranger parce que comme je l'ai dit plus tôt, je savais que j'avais envie de mener cette vie-là avec changer de pays assez régulièrement et m'expatrier assez régulièrement. Donc c'était un peu le premier pays où je trouve un stage, j'y vais. Et ça a été le Chili. Donc quelque part c'est hyper cohérent parce que c'est l'Amérique du Sud, donc c'est un petit peu la suite logique de tout ce parcours hispanophone, mais c'est vraiment un hasard. J'avais pas forcément le Chili en tête, et donc j'ai débarqué là pendant 6 mois. Là aussi, donc pour le logement, je me suis dit il faut quelque chose avec beaucoup de gens pour pouvoir avoir le choix des amis. Et là aussi, c'était un bon calcul. J'ai trouvé ce qu'on appelle une casona, donc c'était une énorme villa dans un des quartiers de Santiago qui s'appelle le Barrio Brasil. Et alors le Barrio Brasil, au début, c'était là où habitaient les personnes aisées de Santiago. Et donc c'est des belles maisons, un peu architecture coloniale, je dirais, mais il y a quelque chose de très différent. Donc c'est des énormes maisons super belles. Et avec l'arrivée de la pollution, les classes aisées de Santiago sont tous allées sur les montagnes, se refaire des super baraques, mais beaucoup plus modernes. Et elles sont occupées maintenant par les artistes, les étudiants qui ont récupéré toutes ces maisons une fois que les classes bourgeoises sont parties en haut pour échapper à la pollution. Donc c'est récupéré complètement par un autre type de personnes. Oui, artistes précaires, étudiants, donc il y a un côté un peu comme ça super sympa. Mais en même temps, c'est pas non plus le quartier le plus sûr de Santiago, du coup, parce que c'est pas un des quartiers les plus riches. Donc, en tout cas, j'avais trouvé une maison dans ce barrio-là, et c'était donc on était 18 à vivre dedans, parce qu'ils avaient complètement refait la maison. Donc le propriétaire
pareil, je pense qu'il profitait bien aussi pour se faire pas mal de sous. Il avait complètement refait la maison de sorte à optimiser le nombre de chambres. Et c'était assez magique quand on rentrait, il y avait vraiment l'ancien patio qui avait été recouvert. Donc un ancien jardin intérieur, en fait, qui servait d'espace commun, donc un truc immense. Et tout autour de ce patio, il y avait des chambres. Donc ça avait une tête d'hostel un petit peu, mais c'était une vraie maison. Et majoritairement, les personnes venaient soit d'Europe du Sud, donc encore Espagne, France surtout, ou avec quelques Allemands, mais en général, je sais pas, les Allemands restaient pas trop dans cette maison parce que c'était quand même une façon de vivre qui était très latine en fait dans cette maison. Et d'Amérique du Sud, donc il y avait Colombie, Venezuela, Chili. Et quand tu dis que c'était une façon très latino de vivre, est-ce que tu peux nous détailler ce que tu veux dire par ça? Alors pas forcément Amérique latine, mais même presque Europe latine. Je sais pas si ça fait vraiment sens, mais une sorte de désordre organisé. Et je sais que quand il y avait une personne, donc c'était soit de nationalité américaine ou anglaise ou allemande, souvent ces personnes restaient pas très longtemps parce qu'ils avaient du mal un petit peu à supporter cette espèce alors chaos, c'est peut-être pas le bon mot, mais de désordre, ou en tout cas un peu de go with the flow qu'on avait dans la maison. Ou alors je sais pas si c'est ça ou autre chose, mais c'est vrai qu'on observait que donc soit ils restaient, mais alors il y en avait deux qui venaient des États-Unis et d'Allemagne, mais elles étaient genre allemandes colombiennes ou États-Unis, Guatemala. Et donc elles avaient ce truc de un peu dire tout le temps oui, dans cette maison on est c'est tout le temps le bazar, ça me gave, etc. Mais en même temps, je pense que la double culture chez elles faisait que c'était quand même un petit peu supportable. Ce qui n'était pas le cas pour quelqu'un qui était juste juste allemand ou juste anglais. Et donc voilà, je pense que c'est culturellement, alors j'aurais peut-être pas les mots exacts, mais ça convenait mieux à des Français, des Espagnols ou des gens d'Amérique latine qu'à des gens d'autres pays plus du Nord. J'avais l'impression. Moi, je sais que, j'ai vécu avec un Mexicain en coloc, et moi, une chose qui m'a surprise quand je vivais avec lui, qui m'a un petit peu dérangée, je t'avoue, c'est que quand il passait des coups de téléphone, il les passait partout, sauf dans sa chambre. Ce qui fait que j'avais le droit de participer à toutes ces conversations, chose que je n'avais absolument pas envie de faire. Et comme il était souvent au téléphone, je trouvais que c'était assez chiant, en fait, parce que je me disais, moi, j'avais pas envie de t'entendre, quoi. Et je trouvais que c'était un peu irrespectueux, pour être honnête avec toi. Parce que moi, si j'ai un appel à passer, je vais dans ma chambre et j'embête personne. Est-ce que tu as ressenti un peu ça dans cette maison? Non, on avait d'autres problèmes parce qu'à 18, forcément, il y a forcément des petits accrochages parfois. Oui. J'avais un rythme alors je travaillais justement dans les montagnes de Santiago, dans les nouveaux quartiers bourgeois, et j'avais quelque chose, un truc délirant, comme une heure et demie à 2 heures de transport juste pour y aller et pour revenir. Je sais pas comment j'ai fait. Je le referai plus, je pense. Et donc j'avais un rythme un peu difficile où, alors en plus j'avais envie de faire la fête et de profiter, donc j'ai très peu dormi. Mais c'est vrai qu'en semaine, j'aimais bien avoir le silence parce que je savais que j'allais devoir me lever à 6 heures du matin et puis manger ça et puis filer, prendre le métro, les bus. Et donc j'avais besoin de mon moment pour dormir quand même un petit peu les jours où on faisait pas la fête. Il y en avait quand même quelques-unes. Et c'est vrai qu'ils avaient pas tous le même rythme parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants aussi. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient. On était, je pense, la moitié qui travaillait et la moitié qui étudiait. Et les étudiants n'étaient pas du tout sur le même rythme. Donc eux, ils pouvaient très bien se coucher tard. C'était pas grave parce qu'ils n'avaient pas à se lever à 6 heures et puis prendre une banane vite fait avant d'aller travailler. Et pour moi, je me souviens que mes colocs, alors c'était surtout les Français et les Espagnols qui étaient étudiants du coup, mettaient un petit peu parfois la télé forte. Et c'est genre d'une fois où j'avais gueulé en disant mais c'est pas possible, j'ai envie de dormir. Si vous voulez regarder un truc, je sais pas, mettez Netflix, des écouteurs et puis il y a ça quoi. Ouais, donc voilà, mais c'était vraiment ça. Puis des fois j'étais bien contente qu'on puisse faire la fête aussi en semaine et donc je me mettais avec les étudiants aussi. Mais c'est vrai qu'il fallait un petit peu jongler ça avec sa fatigue, avec son rythme et celui des autres. Et à 18 c'est quasiment impossible en fait. Ah bah tu m'étonnes. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle aussi des expériences, mais on n'a pas dit en termes de taf, qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi ton rôle à Santiago? Alors à Santiago, je travaillais pour une dame qui avait essayé de monter sa petite start-up de vidéos interactives sur l'histoire de l'art. Elle était française, mais alors elle a une histoire un petit peu rigolote aussi. Alors si je me souviens bien, elle était tradeuse à Londres, puis après elle est partie faire un voyage au Chili où elle est tombée amoureuse d'un architecte chilien super beau et donc elle a tout plaqué son taf à Londres pour le rejoindre. Elle a étudié l'histoire de l'art à Santiago et pour s'occuper, elle a voulu monter ça, des petites vidéos interactives sur l'histoire de l'art.
elle cherchait un moyen un peu de monétiser, faire un business model, quelque chose comme ça. Et donc j'étais venue un petit peu pour l'aider sur la production des vidéos surtout. Donc elle avait pas de bureau, elle travaillait depuis chez elle et c'était assez chouette. Ah, super. Donc à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as envie de rester au Chili? Est-ce que tu veux rentrer en France? Alors j'avais envie de partir Alors déjà j'ai fait un petit voyage parce que je voulais vraiment aller à Buenos Aires, même si c'était pas du tout la saison parce qu'on était au mois de juillet, donc l'hémisphère sud c'est l'inverse, donc c'était l'hiver et beaucoup de pluie à Buenos Aires, mais j'avais vraiment envie d'y aller, donc j'ai fait un voyage Buenos Aires, Uruguay, et ensuite j'avais un de mes colocs qui disait Pérou, donc j'étais allée le rejoindre au Pérou, puis j'avais terminé avec la Bolivie, mais j'avais envie, tu sais, de faire un VIA, donc volontariat international en administration, et là aussi c'était un petit peu la même stratégie que pour le Chili, dans le sens où c'était premier pays qui me prend, j'y vais. Depuis mon stage chez Campus France, j'avais vu ce que c'était qu'un institut français. Avant, je savais pas du tout ce que c'était. Si je n'étais pas allée en Espagne, je n'aurais jamais su, je pense, même. Ou en tout cas, pas tout de suite. Et je me suis dit, mais ça, c'est super. Moi, j'ai vraiment envie de travailler là-dedans. Donc, je reste à Paris. Je me dis que je vais essayer de trouver un VIA. Alors, je suis rappelée pour quelques entretiens. Donc, un peu désespérée, je travaille pendant une année en France. Une année et demie, même. Le temps de trouver un VIA en me disant, je fais un CDD, etc. J'en perds un petit peu l'idée au bout d'un moment parce que ça devient vraiment difficile quand je trouve pas, je ne sais plus c'était quand la date limite, mais je me dis, je vais bientôt approcher de la date limite pour faire un VIA, je trouvais de l'âge limite, tu sais, je sais plus quel âge. Ah oui, parce que de l'âge, oui. Moi, je crois que c'est 29 ans, non? Ouais, c'est 29, mais il faut s'inscrire sur la plateforme avant. Bon, en fait, c'était vraiment du stress pour rien parce que j'avais tout juste 26 ans, donc en vrai, j'avais largement le temps. Mais voilà, ça me stressait quand même un petit peu. Et à la fin de mon CDD que j'avais trouvé à Paris, je me disais, donc j'étais dans l'édition à ce moment-là, et je me disais, je vais, tant pis, je vais rester, etc. Ma maison d'édition avait un nombre de CDI limité, donc ils pouvaient pas me CDIser, et donc je me retrouve, je me dis, mince, si je trouve pas quelque chose bientôt, je vais devoir essayer de retrouver du travail, etc. Et donc je retente les VIA, et là je vois une offre pour la Guinée où juste en lisant l'offre, je me suis dit non mais ça c'est pour moi. Enfin, j'étais là, ça c'est pour moi parce que il y avait pas mal ça demandait en fait pas mal de connaissances que j'avais qui étaient très techniques sur tout ce qui est multimédia et en même temps, il fallait avoir un petit peu une passion pour les arts vivants, pour tout cet aspect culturel là. Et la façon dont c'était mis, je me suis dit oui, en fait, ils veulent plus quelqu'un qui a vraiment une technicité dans ce qui est multimédia et qui est pas forcément profil gestion de projet culturel, mais que ce soit plus une passion. Donc j'ai bien mis dans mon petit CV donc tout ce que je faisais avec le théâtre, le cinéma pour montrer que c'était vraiment pas par choix professionnel, mais plus vraiment quelque chose que j'avais du goût pour le cinéma, le théâtre et les arts plastiques. Et de l'autre, une expérience en gestion de projet multimédia avec des vraies compétences techniques, etc. Et donc je postule et je suis rappelée et je pars. Voilà. Donc je pars en Guinée à la fin de mon CDD. Donc c'est tout ce goût qui est super bien. Merci d'avoir écouté cette première partie. Dans le prochain épisode, on parlera de ses missions en Guinée et en Inde. 2 expériences qui, vous allez l'entendre, auront été très intenses, pleines d'imprévus, mais aussi de belles leçons de vie. La deuxième partie est déjà en ligne, donc si ça t'intéresse et que tu as encore un peu de temps devant toi, je te dis à tout de suite.